Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour démarrer ensemble une nouvelle saison faite d'essais 100% électrisants. Durant les prochaines semaines, il y aura par exemple l'essai d'une voiture 100% électrique, c'est la Mercedes EQC, le SUV de la marque allemande concurrent direct de l'Audi e-tron. Des plug-in hybrides également, la Mini Countryman plug-in hybride sera à l'essai sur Charging Station, également le Mitsubishi Outlander plug-in hybride. Tout ça c'est dans les prochaines semaines, alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti dès qu'une vidéo est disponible. Pour démarrer cette nouvelle saison, je vous propose un break. Il est allemand, il est plug-in hybride. C'est le Mercedes classe E 300 DE avec un D comme diesel. Proposé en 2019, une berline, un break hybride rechargeable combinant un moteur électrique et un moteur diesel, voilà qui est plutôt audacieux de la part de Mercedes. Audacieux mais peut-être pertinent. C'est ce qu'on va en tout cas essayer de savoir durant cet essai. Sous le capot de cette Mercedes, un moteur diesel donc, 4 cylindres développant 194 chevaux, c'est celui-là qu'on retrouve sous le capot de la E220. Alors pour épauler ce moteur qui entraîne les roues arrière, eh bien un moteur électrique qui lui aussi entraîne les roues arrière. Il développe 90 kW et c'est un petit peu dommage que les deux moteurs entraînent les roues arrière parce que si un des deux avait entraîné les roues avant, on aurait pu avoir une offre 4 roues motrices. La batterie de cette voiture, 13,5 kWh, c'est sa capacité qui autorise normalement une cinquantaine de kilomètres. C'est très théorique puisque dans la pratique, ça tournera plus aux alentours de 35 km. Sauf qu'au niveau de la batterie, il y a un petit bémol. Venez voir. Cette voiture à la base, elle n'a pas vraiment été conçue pour être électrifiée. Les batteries ne se trouvent donc pas sous le plancher, entre les 4 roues, ce qui est l'endroit idéal pour les placer évidemment, ce qui abaisse le centre de gravité. Non, ici, les batteries, elles sont dans le coffre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas discrètes. Sur cette voiture, normalement, en rabattant les sièges arrière, on a un plancher parfaitement plat. Sauf que sur cette version hybride rechargeable, on a une marche. Et quelle marche? Une dizaine de centimètres. Voilà qui empêche d'avoir un plancher parfaitement plat. Et voilà qui surtout réduit l'espace disponible en hauteur, la hauteur de chargement. Au total, moteur électrique plus moteur thermique, ce sont 306 chevaux qui sont disponibles et un couple impressionnant de 700 Nm qu'on peut atteindre dès 1400 tours minute. 5 secondes 9, c'est le temps qu'il faut pour passer de 0 à 100 km/h malgré les 2 tonnes 150 sur la balance, c'est-à-dire à peu près 250 kg de plus que la version qui n'est pas hybride rechargeable. Même si la ligne de cette voiture date de 2016, on peut le dire, 3 ans plus tard, elle est toujours très élégante. Et quand on en fait le tour à la recherche de signes extérieurs d'électrification, heureusement, on peut se dire que Mercedes n'a pas eu la mauvaise idée de mettre des appendices bleus partout pour faire électrique. Les deux signes extérieurs d'électrification sont ici. Les badges EQ Power qui se trouvent sur les ailes, des deux côtés, et puis l'autre signe, il est à l'arrière. Venez voir. Autre indice d'électrification, l'inévitable trappe de rechargement qui devrait se trouver à la place des deux badges sur les ailes de manière traditionnelle, aile avant ou aile arrière, mais qui sur cette voiture, sur cette Mercedes, comme sur d'autres Mercedes électrifiées d'ailleurs, eh bien se trouve à l'arrière, sur le pare-choc du côté droit. Venez voir, elle est ici et elle renferme cette trappe un connecteur de type 2. Alors en termes de praticité, ça ne pose pas de problème. Si vous rentrez dans un carport ou un garage et que le chargeur se trouve ici au fond, la trappe est directement accessible. Par contre, en termes de vulnérabilité, là je trouve que c'est un peu dangereux quand même. Bienvenue à bord de cette Mercedes E300 DE. On est bien à bord d'une Mercedes. On a au volant de cette voiture ce mélange très sympa entre la tradition, le bois, les chromes, la qualité de fabrication Mercedes et puis la modernité au travers de ce double écran qui est un petit peu la nouvelle signature des intérieurs Mercedes. La partie qui est devant le conducteur et la partie qui est au milieu de la console centrale qui fait un petit peu penser d'ailleurs cette partie de droite à l'écran qu'on peut retrouver dans une Tesla Model 3, c'est-à-dire
dire une lecture horizontale, un écran assez grand, il est encore plus grand évidemment dans la Tesla, mais moi je suis assez fan de ces écrans horizontaux finalement, c'est un sens de lecture qui est assez intuitif, on regarde la télé en 16/9 et pas en 9/16, donc je trouve que cette disposition horizontale, notamment ici sur la navigation, elle offre pas mal de qualités et d'avantages, au contraire d'une disposition verticale qu'on peut retrouver sur les Volvo par exemple, ou encore sur les Tesla Model S et Model X. Alors, comme sur beaucoup de voitures premium, il y a beaucoup de boutons, des boutons sur le volant, des boutons derrière le volant sur la console centrale, des boutons au niveau du centre de la console centrale en dessous des aérateurs ici, la trappe qu'on peut retrouver ici avec le porte-gobelet et le chargement sans fil, et puis encore des boutons ici sur la partie centrale. Cela dit, cette surabondance de boutons ne va pas nuire au côté intuitif qu'on peut avoir dans l'utilisation de cette voiture, à l'ergonomie, puisqu'on va trouver finalement ces réglages, ces menus de manière assez intuitive. Donc même s'il y a beaucoup de boutons, beaucoup de réglages, beaucoup de menus, il y a aussi beaucoup quelque part de facilité à s'y retrouver dans tous ces menus, avec des boutons qui peuvent être aussi redondants, des choses qu'on peut commander à travers le volant, à travers la console centrale ici avec le bouton rotatif. Donc au final, on s'y retrouve toujours, et une fois qu'on a mis au point 90-90% des réglages de base, on va plus y toucher, on va plus aller dans les menus. Petit bémol par rapport aux menus justement, quand on appelle les menus via la console centrale ici, eh bien le menu s'affiche, mais pas tout de suite. Il y a un temps de réactivité qui je trouve est assez long, rien de rédhibitoire, mais voilà, des petites lenteurs qu'on devrait pouvoir éviter dans un menu comme celui-ci. Au niveau des sièges, alors cette voiture est bardée d'options, hein. On a pas mal de packs en plus dans cette voiture, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du prix, mais les sièges de cette voiture avec le cuir Nappa ici, ils sont évidemment très très beaux, très confortables également, réglables dans toutes les positions. Mais alors la question que je me pose, c'est pourquoi placer la commande des sièges sur le haut des portières, ce qui ce qui est un petit peu étrange puisque c'est pas une commande qu'on va utiliser tous les jours a priori, c'est par contre quelque chose qu'on va avoir sous les yeux en permanence comme ça sur le haut des portières. Je trouve ça un petit peu gênant. Alors je comprends que c'est plus facile évidemment à régler une fois qu'on a un visuel sur les boutons plutôt que de les avoir cachés sur le côté du siège. Sur le côté du siège, il va rester uniquement la commande du réglage lombaire. Donc ça reste effectivement sur le côté du siège. Pour le reste, tout va se dérouler sur le haut de la portière. C'est pratique effectivement, mais c'est un petit peu étrange parce que ça reste là en permanence et c'est pas vraiment très joli à regarder. Donc voilà, même si c'est bien intégré hein, dans la portière, mais c'est pas très joli à regarder. On a 3 mémorisations possibles, tant pour le conducteur que pour le passager. Alors au niveau des matériaux, je le disais, on est dans une Mercedes, on a donc de beaux matériaux, de beaux ajustements, il n'y a pas de surprise, tout ça est très cohérent. 2 bémols cependant, notamment la surabondance de chrome, il y a beaucoup de chrome sur les portières, sur le tableau de bord, sur le volant. Attention parce que trop de chrome tue le chrome, selon l'expression, et donc on pourrait avoir un petit côté un peu kitsch et c'est dommage. Autre côté un peu kitsch, c'est cette vague LED qui souligne la vague chromée qui va d'une portière à l'autre en passant par le tableau de bord et qui par défaut propose des couleurs qui sont très appuyées, voire donc limite un peu kitsch, comme ce violet qui selon moi n'est pas très élégant. Alors heureusement il est possible de personnaliser tout ça et d'avoir quelque chose de beaucoup plus discret ou neutre, mais par défaut c'est vrai que c'est un peu la kermesse au boudin, la fête au village, avec toutes ces couleurs proposées un peu dans tous les sens. Moi je trouve que dans une Mercedes ça manque un peu d'élégance, mais c'est peut-être moi qui suis un peu vieux jeu, allez savoir. Allez, on met le contact avec ce petit bouton sur le tableau de bord. La voiture démarre en mode hybride en privilégiant toujours le mode électrique, c'est-à-dire le mode zéro émission, qui est très agréable, dans lequel vous pourrez parcourir vos trajets du quotidien. C'est ce mode qui permet à la voiture de gérer au mieux l'énergie consommée en optimisant le fonctionnement du moteur électrique et celui du moteur thermique. Pour passer en mode drive, une impulsion sur le levier de vitesse et c'est parti! On est en mode hybride à vitesse modérée, c'est donc le mode électrique qui est privilégié par la voiture, tant qu'il y a évidemment de l'électricité dans la batterie. On est donc en silence total, zéro émission locale et un confort de fonctionnement qui est absolument phénoménal. Et quand on a besoin d'un petit peu plus de puissance, une pression sur l'accélérateur, le moteur thermique se réveille et on profite du couple généreux de la voiture. Définitivement, à vitesse stabilisée, le silence de fonctionnement dans cette voiture, il est vraiment très appréciable. J'aime bien d'ailleurs de temps en temps couper l'autoradio pour vraiment profiter de ce silence. Il est très reposant, très apaisant, tout comme l'intérieur globalement de la voiture.
Il y a deux systèmes sur cette voiture quand on l'utilise au quotidien qui sont particulièrement efficaces. Le premier est une assistance d'utilisation de l'énergie qui est très poussée, c'est-à-dire que la voiture va se baser sur les données qu'on peut retrouver sur le GPS. Donc le GPS sait évidemment qu'on va arriver à un croisement, à un rond-point, dans une pente éventuellement, et donc va utiliser ces données pour donner des infos, des conseils au conducteur. Si on approche d'un rond-point, d'un carrefour, c'est-à-dire d'un endroit où il va falloir forcément ralentir, eh bien la voiture le sait et va donc suggérer au conducteur de lever le pied un peu plus tôt pour bénéficier de la roue libre et consommer donc encore moins d'énergie. Idem, quand on se trouve dans une pente ou qu'une pente est en approche, la voiture le sait et donc va afficher un petit pictogramme qui suggère au conducteur de lever le pied pour bénéficier donc de l'élan, de la pente en l'occurrence, et économiser donc de l'énergie. Donc ça, c'est un système qui est vraiment très efficace. Autre système très efficace, c'est le régulateur de vitesse qui, quand il est activé, est en mode régulateur de vitesse adaptatif, mais le radar qui sert à réguler la distance entre cette voiture et celle qui nous précède va fonctionner même quand on n'est pas en régulateur de vitesse adaptatif. C'est-à-dire que si je lève le pied à un moment donné, je suis en roue libre, je lève le pied et il y a une voiture devant moi, je me rapproche de cette voiture, la voiture va avoir tendance à freiner pour récupérer un petit peu d'énergie, en sachant que j'aurais dû de toute façon freiner puisque le but n'est pas d'emboutir la voiture qui se trouve devant moi. Donc la voiture va freiner d'elle-même comme si j'étais en mode régulateur de vitesse adaptatif alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est un système qui est là aussi très efficace, très agréable au quotidien. On n'a pas l'impression que c'est la voiture qui prend le contrôle, on a l'impression que c'est la voiture qui nous assiste en permanence et ça c'est plutôt efficace. Par contre, un petit bémol, c'est l'assistant de franchissement de ligne qui je trouve est un petit peu moins efficace que ce qu'on peut trouver sur d'autres voitures. Lorsqu'on lâche le volant, on sait que c'est pas le but, mais que la voiture se trouve notamment sur autoroute, sur sa voie de circulation, elle a tendance un petit peu à louvoyer d'une ligne à l'autre et d'être peut-être un petit peu moins précise au niveau du maintien au milieu d'une voie. Par contre, le phénomène n'est pas du tout perceptible quand on a les mains sur le volant. Quand on a les mains sur le volant, c'est un petit peu l'inverse. Parfois, on a la petite alerte qui s'affiche en disant reprenez le contrôle alors qu'on a les mains sur le volant. Donc voilà, pour ce système-là en particulier, je trouve que c'est pas top. Pour les deux autres, par contre, là vraiment, excellente performance. Si vous choisissez une voiture hybride rechargeable, c'est donc que vous êtes sensible à la consommation. Combien consomme-t-elle cette Mercedes E300DE? Eh bien la consommation, elle est tout à fait raisonnable. On va essayer au maximum et à chaque fois que c'est possible de recharger la batterie pour faire des trajets du quotidien en mode 100% électrique. On peut aller jusqu'à 35 km. Et pour vous donner une idée, un trajet de 50 km mixte, donc de la ville, de la nationale, de l'autoroute avec la batterie chargée, on sera à peu près à 2 litres de consommation de carburant. Et sur un trajet plus long, on va tourner autour des 5 litres, tout à fait raisonnable. Petit détail, combien coûte cette voiture? Alors, équipée comme elle l'est, un peu cher, 87 870 € avec plein d'options. Et Dieu sait que chez Mercedes, comme chez toutes les marques allemandes, on aime bien un catalogue d'options bien rempli. Sur cette voiture, il y a le cuir Nappa, l'intérieur AMG, le pack Premium Plus, le pack d'assistance à la conduite Plus, etc. Au total, on a près de 20 000 € d'options. Le prix de base de cette voiture, il est de 68 607 €, voilà qui est nettement plus raisonnable. Et si on compare ce qui est comparable, ce qu'il faut toujours faire évidemment, compte tenu des performances de la voiture, on est à peu près aux performances qu'on a sur la E350D qui elle est proposée à 67 639 €, c'est-à-dire que les deux prix sont assez comparables. Par contre, il y a un élément qui va jouer en faveur de cette version plug-in hybride, c'est évidemment les rejets de CO2, 41 grammes de CO2 au kilomètre. Autant vous dire que fiscalement, celle-ci est bien plus avantageuse fiscalement et pour le porte-monnaie en termes de consommation. Voilà une offre qui est plutôt sympa. Alors au final, c'est depuis l'arrière de cette Mercedes E300DE que je vous retrouve pour la conclusion de cet essai. Au final, est-ce que cette voiture hybride rechargeable diesel est quelque chose de cohérent, de crédible en 2019? La réponse, c'est oui, parce que les ingénieurs de Mercedes ont très bien travaillé. Ce moteur est une pure merveille. Oui, c'est un diesel. Oui, un jour, effectivement, il sera interdit de circulation et banni des centres-villes. Mais au jour d'aujourd'hui, ce diesel de dernière génération, eh bien, il émet très peu de CO2, il est très efficace, il sait se faire oublier et il travaille surtout parfaitement en symbiose avec le moteur électrique et la boîte de vitesse 9G Tronic
qui est un régal. À l'utilisation, cette voiture est d'un confort extrême, confort d'utilisation, confort à l'intérieur avec les matériaux utilisés, tout ça est très cohérent et franchement il y a très peu de points négatifs à bord de cette voiture. Et en tout cas au niveau des choix technologiques qui ont été posés par Mercedes, on peut dire que oui, c'est toujours d'actualité, même si pour certains effectivement acheter un véhicule diesel en 2019 ça fait peur. Eh bien ça ne devrait pas, parce que ça reste une alternative notamment en matière de rejet de CO2, une alternative très sérieuse aux voitures hybrides rechargeables avec un moteur essence. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais tout aussi électrisants. Je vais me faire conduire pour le chemin du retour et puis en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis surtout d'activer la petite clochette pour être prévenu dès qu'une vidéo est disponible. À bientôt, ciao!